Ma passion d'artiste avait longtemps basculé entre la création figurative et la création non figurative, en tant qu'abstraction beaucoup plus libre, séduisante par sa difficulté et sa beauté troublante, qui ne contient aucun rappel, aucune vocation de la réalité visible ou imaginée, ce qui nécessite un œil exercé et une finesse d'appréciation réservée aux initiés. Alors que le figuratif, qui s'exprime au moyen du naturel ou du conventionnel, est plus facile et attire le public. Pour sortir de ce dilemme, j'avais décidé une auto-formation théorique dans le domaine des arts plastiques, aussi bien que mes lectures sur l'histoire de l'art avaient jeté la lumière sur mon ignorance injustifiée. J'étais tellement bouleversé que j'ai eu la conviction maladive que toute ma vie d'artiste était complètement déphasée. Il s'agissait principalement d'une encyclopédie universalis en plusieurs volumes et le fameux travail d'Eliphore en 5 volumes, ainsi qu'un livre sur l'art moderne, vraisemblablement de Roger Garaudy, prêté par des amis, et entre autres un merveilleux bouquin en arabe d'un professeur critique d'art syrien, Mohamed Emhez. C'était un choc terrible qui avait inhibé toutes mes inspirations, mon plaisir et mon désir de créativité artistique. Je passais mon temps à lire, à résumer, à noter mes idées, sans pouvoir réaliser quoi que ce soit. Je me disais, ces artistes géants avaient exploré tous les univers de l'art possible. Ils ont transgressé toutes les limites. Ils n'ont laissé derrière eux aucun terrain artistique vierge. Le carré noir sur fond blanc de Malevich, qui avait ouvert une brèche dans le figuratif en donnant à la peinture une abstraction absolue. L'urinoir de Marcel Duchamp en tant qu'acte provocateur qui avait marqué la naissance de l'art contemporain, pour ne citer que ces 2 exemples référentiels, avait depuis longtemps relégué la création artistique sur une surface plane, qu'elle soit abstraite ou figurative, au second plan. Une situation inférieure et modeste. Une toile, un dessin, une statue étaient depuis longtemps hors actualité. J'avais bien saisi le message des grands artistes marocains tels Belkacem Ouchba, en tant que fondateur de l'art marocain officiel, qui n'avait pas d'autre choix que celui de revenir au patrimoine non figuratif qui nous entoure. Un attachement aux racines, une source d'inspiration inexploitée, un art traditionnel dans un pays musulman qui n'avait sa raison d'être que s'il était étouffé dans l'abstraction. À mon avis d'alors, ce n'était nullement concluant. Pourquoi tourner la tête vers le passé, vers l'artisanat, synonyme de stagnation historique, et un jeu idéologique, politique et économique de notre pays? Ce marasme d'inspiration m'avait octroyé une bonne tranche de ma vie d'artiste. Des années durant, je faisais des recherches dans le but d'affronter l'impossible. L'art contemporain, c'est surtout des installations artistiques de grande taille, et cela depuis les années 60-70. Autrement dit, il me fallait abandonner tout ce que j'avais appris durant toute une vie et créer un art qui permet une expérience sensorielle, nouvelle et dynamique. J'étais tellement obsédé par ce genre de création hybride que je voulais à tout prix entrer dans le moule de l'art contemporain. Je me souviens que lors d'une sieste en plein été, sous une température suffocante, j'avais vu dans mon rêve une installation mobile
qui ressemblait à un dinosaure géant. Elle traversait la rue où j'habitais, un travail bricolé à partir de boîtes de conserve de toute taille, rouillées, déformées. Elle avait la taille d'une douzaine de mètres d'auteur. Elle déclenchait, en se déplaçant, un bruit qui ressemblait à celui de milliers de boîtes métalliques vides, traînées sur le sol. Les enfants avaient peur, ils criaient et fouillaient cette création bizarroïde et étrange. D'autres la suivaient en riant aux éclats. Réveillé du fond de mon sommeil, je me levai et me dirigeai vers la fenêtre ouverte sur la rue, car le tintamarre de cette chimère colossale continue pour de vrai entre le rêve et la réalité. Et sans étonnement, je découvris une charrette tirée par un mulet chargée de fils de fer matériel de construction qui traînait sur le sol, tandis que les enfants, un peu plus loin, jouaient au ballon. C'était un cauchemar et une révélation, impossible à concrétiser. Une autre fois, j'avais eu l'idée de créer une porte d'entrée pour la ville où je vivais, Youssoufia, ville synonyme du phosphate et de dents de requin fossilisées. Une dent pointue de cet animal au début de l'ère tertiaire, sous forme de porte d'entrée géante à l'entrée de la ville. Un projet irréaliste, lui aussi. Ensuite, pour ne citer que ces trois exemples, une toilette à la turque, géante, pour les dieux géants de la terre et du ciel. C'était comme si je voulais changer de corps. Je croyais retrouver une autre vie dans mes installations rêvées ou imaginées. Des idées pures, sous forme d'installations froides, incolores et sans joie ni plaisir. Et pourtant, et au mépris de cette situation sans issue, dans ma fragilité, mon vrai refuge était ma main, pour me frotter seul à mon désespoir. Déboussolé, je n'avais jamais abandonné mon attachement à ce jeu dévalorisé, devenu un passe-temps, et qu'il fallait tout de même travailler pour garder la main, pour garder des habiletés héritées d'un long passé personnel, qui ne pouvaient servir désormais qu'à une activité mineure. Je continuais à griffonner sur des supports divers ce qui me passait par la tête, dessiner ou peindre, parfois fabriquer ou sculpter, toujours de petits travaux, mais sans grande conviction. Ainsi, j'étais amené à jouer sur la frontière entre ces deux styles classiques, abstrait et figuratif, souvent définis comme opposés. Une frontière aux confins infinis, un espace de création et de liberté, là où il n'y a pas d'interdit, où tout est permis. Ma première création, dans ce sens, était la danse du coq égorgé, affiche de mon exposition au Palais des Rois de Majorque à Perpignan. Une œuvre aussi bien abstraite que figurative, ou mieux encore, une peinture figurative abstraite. C'était à ce moment-là que fut l'intervention de mes deux enfants, Foued qui faisait son master en biologie à Montpellier et Moïne à la faculté des sciences de Perpignan, qui m'avaient proposé d'exposer mes travaux dans un monument historique merveilleux, Palais des Rois de Majorque, dans le cadre de l'activité d'une association culturelle, Coup de Soleil, et sous l'égide du Conseil général de Perpignan. Pour moi, c'était plutôt un pèlerinage artistique. Je savais que Picasso s'était réfugié dans cette ville suite à une rupture sentimentale à la frontière de la Catalogne et la France. C'était elle qui avait joué dans sa vie le rôle de passage artistique d'un état à un autre. Je savais aussi que Salvador Dali disait «
C'est toujours à la gare de Perpignan que me viennent les idées les plus géniales de ma vie. À ce moment-là, j'avais déjà pris la décision de réaliser ce que je pouvais faire selon mes moyens, avec spontanéité. Je cherchais les effets des spontanéités plus que la spontanéité elle-même. J'avais décidé de travailler et tout oublier, juste pour travailler et surfer sur mes tourments, avec une sensation de boue et de désastre dans la bouche et les yeux. Oublier même cette frontière entre le figuratif et l'abstrait, et ne garder que le trait et les surfaces colorées. Je me comportais vis-à-vis de mon support comme une réalité à 2 dimensions, puis prescrire l'hiérarchie du principal et du secondaire dans mes toiles. Tout est principal, prioritaire, pas de zone neutre dans mes travaux. Je désirais que mon art, dans sa modestie, rende le secondaire primordial dans son unité. Une unité harmonieuse et régulière de toute la surface tracée et peinte. Mais, hélas, je n'avais pas pu oublier aussi qu'une toile abstraite ou figurative était, à mon avis, désormais anachronique. Mais que faire, sinon continuer à résister artistiquement, à travailler? Un travail sous forme de fruits amers de mon désappointement. Je n'avais plus de chemin à perdre ou de chemin à retrouver. Je me disais, j'étais toujours de race d'artistes inclassables, appartenant à un art caméléon, art actuel et indémodable, qui ne fait pas mentir les miroirs du temps, qui traverse les âges. Chez nous, on nous apprend très tôt les lois de la survie. En suivant mon instinct créateur, réalisable, en étant au plus profond de moi-même, dans le chaos et la confusion, en cherchant au même moment d'échapper à la dictature de l'art contemporain, je traçais mes croquis à l'aide de traits hasardeux, imprévisibles. En jouant sur mon imagination et mon habileté, c'était comme une délivrance douloureuse après une longue frustration. Je faisais expulser mes présentations qui n'étaient autres que ma vision du monde, que je le voulais ou non. 3 éléments figuratifs s'imposaient à moi, un alphabet de ces travaux. Homme, animal, végétal. Une trilogie de la vie à laquelle nous sommes condamnés. C'était, à mon avis, découvrir la seconde personne en moi, qu'il me fallait accepter. C'était une sorte de réconciliation avec moi-même, sans certitude ni vérité, sans loi ni principe. Une explosion intérieure triste de formes et de couleurs, des oiseaux, des serpents, des fleurs, feuilles et bourgeons, des poissons, des félins, des humains, femmes, filles, hommes, garçons, parfois asexués et intemporels, ni anges, ni démons, ni hommes, ni femmes. D'autres étaient des animaux à tête humaine, ou vice-versa. Un déferlement d'images incontrôlées, orientés à l'aide d'un seul trait. Ils s'entrelaçaient, se découpaient, se croisaient, se combinaient, jusqu'à la confusion mystérieuse de la vie terrestre elle-même. Dans son rapport entre ces 2 dimensions macroscopiques les plus imposantes, animal, végétal, à noter que l'homme est avant tout un animal. C'était comme si je désirais franchir les barrières biologiques qui séparent les formes perceptibles de la vie, selon mon esthétique et mon harmonie. J'étais convaincu que tout art est abstrait, qu'il contient un rappel à la réalité visible ou pas. Il n'est qu'une surface colorée ou une matière sculptée. Même une installation dite artistique n'est en fait qu'une jonglerie d'une idée abstraite.
Dans mes travaux, les couleurs étaient délimitées par des traits et rien d'autre. Mes animaux et mes végétaux n'étaient que des formes à 2 dimensions, colorées d'une manière ou d'une autre, qui dépassaient la simple apparence physique de la vie sans la nier. Je méditais en travaillant, en cherchant un prétexte décisif pour ne pas m'arrêter. Je voulais à tout prix un rajeunissement et une renaissance de mon art, sous une autre vision. Je justifiais mon activité artistique mineure en me disant, même le carré noir de Malevich, on peut, si l'on veut, facilement lui coller un rappel à la réalité visible. Le spiritualisme de Kandinsky était devenu, selon mon avis d'alors, une tendance de superstition religieuse. Ces créations n'avaient été encouragées que parce qu'ils s'opposaient au matérialisme soviétique et surtout marxiste qui faisait peur à l'Occident. Sans oublier que j'étais toujours contre le réalisme soviétique. L'urinoir de Marcel Duchamp n'avait été haussé au rang de nouvelles transgressions des normes artistiques qu'à cause de sa médiatisation et sa conjoncture historique. Autrement dit, il n'avait aucune chance d'être reconnu comme tel. Picasso disait, si je ne me trompe pas, l'art n'est que mensonge, mais il faut savoir défendre ces mensonges. Toute la question donc, c'est trouver un discours sur l'art qui n'a rien à voir avec l'art pour défendre n'importe quoi, étiqueté comme œuvre d'art, selon un contexte historique défini. Aujourd'hui, ce genre de questions ne m'intéresse plus. Être artiste, à mon avis, c'est vivre et agir en artiste, quels que soient les moyens, quelles que soient les valeurs artistiques prédominantes. En art, il n'y a ni absolutisme ni dogmatisme. Chaque œuvre d'art est un pas vers la liberté, contemporain de son époque. Nous ignorons, Aïcha et moi, que l'export d'œuvres d'art, même temporaires, vers la France obéissait à une stricte réglementation douanière. Aïcha avait fait les mains et les pieds pour avoir l'autorisation d'embarquer les tableaux dans l'avion. C'était impossible. Cet obstacle imprévu avait avorté le vernissage de l'exposition prévu pour le lendemain. Depuis Perpignan, elle avait continué à faire des démarches par téléphone. Une semaine plus tard, les tableaux étaient enfin envoyés à Toulouse et il fallait aller les chercher et recommencer le vernissage. Bref, le deuxième vernissage avait, avec tous mes tableaux accrochés dans la chambre de la reine du palais, était pâle comme ma tristesse. Mes remerciements à Hassan Majdi, à Abdallah Maniani, au conseil général de la ville de Perpignan et à tous les amis que je n'avais pas cités dans ma palabre souterraine.